Le festival, succinctement, il est né parce que d'une part, je suis papa d'un jeune adulte aujourd'hui porteur de handicap qui s'appelle Lou, qu'au départ, j'étais réalisateur de films, de fiction, de documentaires, et puis l'aventure n'a pas été toujours facile, et à un moment donné, en guise de catharsis, j'ai ressenti le besoin de faire un documentaire pour raconter l'aventure du bonhomme, ces 6 premières années. Et c'est un documentaire qui est passé en Belgique, en France, en Suisse, au Québec et tout. Et à chaque diffusion en télévision, c'était 1200 courriels dans la boîte de réception. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le sens et l'intérêt de ce médium, de ce média comme vecteur de sensibilisation au handicap. Et puis ce fait qu'aussi j'ai été invité dans des festivals partout dans le monde avec mon film. Et j'ai découvert qu'il existait quelques-uns de ces festivals qui étaient uniquement sur le thème du handicap. Et j'ai vu des films absolument époustouflants qu'on ne verrait jamais en Belgique, dans le sens où tous les tuyaux, que ce soit les salles de cinéma ou les écrans de télévision, sont surchargés de programmes. Et en plus, comme le handicap fait peur, le handicap occupe 0,7% des médias en termes de contenu, donc c'est dire. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Un festival grec m'a dit « je vais t'aider ». J'ai fait une édition 0 en 2010, où j'ai invité les pouvoirs publics à Erasme en disant venez voir, avec CAP 48 aussi. Et donc on est parti dans l'aventure. C'est comme ça qu'on a lancé le festival. Vous aviez d'autres professionnels à vos côtés à ce moment-là déjà ? Non, j'ai tout appris sur le tas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des compétences dans l'audiovisuel en tant que réalisateur et scénariste, mais pas en tant qu'organisateur de festival. Et donc j'ai eu le soutien du Festival du film international de Namur, francophone de Namur, le FIF, qui m'ont aidé pendant 2 éditions en m'apprenant le métier au pas de charge. Et après la première édition, il y a eu beaucoup de répondants ? La première édition, c'était une première édition, il y avait 2100 spectateurs, c'était sur 3 jours, c'était déjà pas mal. Mais donc c'était une première expérience positive, et puis alors depuis lors, le festival n'arrête pas de grandir. On a une croissance de 15 à même 28% lors de la dernière édition. Donc aujourd'hui, on a plus de 7300 spectateurs. Et on continue tous les 2 ans. Tous les 2 ans, parce que j'ai trop de métiers sous la tête et trop de choses sous la tête, d'une part, et que c'est quand même un sacré boulot. Ça prend 2 ans de monter un événement pareil, qu'on ait une équipe très réduite, et puis aussi pour garantir la qualité des films. Je crois qu'il y aura une 6e édition au mois de novembre. Oui, et qui aura lieu quoi qu'il advienne. C'est-à-dire que soit ce sera en présentiel, croisons les bras par rapport à cette foutue pandémie, soit ce sera en ligne, et donc on prépare les 2 événements en parallèle pour être prêt. teff.be. Puis il y a une page Facebook, il y a plein de moyens de sources de s'informer sur notre festival. Absolument. Et je peux même dire qu'on est très fiers parce que, par exemple, lors de la première édition, j'ai quelque part pris les ministres en otage, sachant qu'ils seraient présents, et on a proposé au gala d'ouverture un film sur la vie affective et sexuelle de la personne handicapée, qui était un documentaire australien, et on a fait venir la réalisatrice et une prostituée qui s'était spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et c'est un film qui est vraiment étonnant parce que justement il pose les justes questions qu'il faut se poser par rapport à ça. Et c'est pas compliqué. Le lendemain, la ministre de l'époque, Éliane Tilleux, m'a appelé en me disant « Je voudrais rencontrer la réalisatrice et la prostituée ». Et un mois après, il y avait une étude qui était ouverte en région wallonne et qui est toujours en cours sur la problématique de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Ça ne concerne jamais que 7300 personnes sur une population de plusieurs millions. Donc ça reste quelque chose de réduit, mais il y a là toute la communication qu'il y a par les spots publicitaires qui passent en télévision, les bandes annonces qu'on met sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc ça fait parler du handicap, et c'est clair qu'aujourd'hui, je dirais, il y a un frémissement, il y a quelque chose qui est en train de changer. Je disais qu'on était à 0,7% de présence du handicap dans tous les médias confondus. C'est aussi vrai dans l'audiovisuel. Les films sur le handicap sont très rares. Et fort heureusement, on voit une croissance mais phénoménale au niveau du nombre de films qui sont réalisés par le nombre de films qu'on reçoit en inscription au festival. Et il y a vraiment eu un effet intouchable. Il faut savoir qu'Intouchable est un box-office absolu en termes de rentrée financière. Et donc les producteurs se sont dit « Ah, mais il y a peut-être quand même moyen de se faire de l'argent sur le thème du handicap ».
Mais ça progresse lentement. Et je m'amuse souvent à faire cette comparaison-là avec le thème de l'homosexualité, qui était aussi un sujet tabou dans l'audiovisuel jusqu'aux années 70, avec la libération sexuelle et ce genre de choses. Et il faut savoir que le handicap fait peur. Le handicap fait peur, il renvoie à notre fragilité, à notre finitude, et donc les producteurs et globalement la population n'a pas trop envie de voir ça, et c'est ce qui explique peut-être pourquoi le handicap est tellement mis en marge de la société. Mais par contre, je crois que dans le domaine du court-métrage, il y a une production beaucoup plus importante, non ? Oui, absolument, et ça c'est logique parce que souvent les courts-métrages c'est fait avec des bouts de ficelle, ou c'est fait avec évidemment des coûts moindres vu que au plus un film est long, au plus il est cher. Et donc ça n'appelle pas à tous des processus de coproduction, parce qu'aujourd'hui on ne monte pas un long métrage sans un soutien d'une chaîne de télévision, sans le soutien d'un fonds de cinéma d'un pays, etc., etc. Tandis qu'un court métrage peut se monter sans ce type de financement, et donc laisse beaucoup plus de liberté. Et puis on se dit, un court métrage, s'il est bien, tant mieux, s'il n'est pas bien, ce n'est que la carrière de la personne qui est en jeu. Qui est à la source de la production de ces courts métrages ? C'est toujours les auteurs. C'est les auteurs. Les auteurs. Toujours. On n'est pas, aux États-Unis, mais là on entre dans le champ du commercial. Aux États-Unis, les grandes maisons de production, comme Universal ou autres, font des études pour se dire qu'est-ce que le public attend comme film. Est-ce que c'est le Batman ? Est-ce que c'est plutôt un dessin animé ? Voilà. Et donc, dans ce qui est l'entertainment, si je peux m'exprimer ainsi, là, il y a vraiment la production initie les projets. Mais sinon, globalement, dans tout ce qui est le film d'auteur, c'est toujours un scénariste, un réalisateur, voire un producteur qui a une idée qui va confier à un scénariste et un réalisateur. Et donc, à ce moment-là... Et donc, dans la grande majorité des cas, c'est quand même encore l'aspect financier et le désir de l'auteur qui prime. Tout à fait, oui. Ouais. Clairement. Et donc, finalement, ici, en Belgique, il y a quand même aussi une production qui existe, peut-être pas énorme, dans les pays européens aussi. Est-ce que les associations de parents ou des parents eux-mêmes peuvent être là à la source d'un projet cinématographique ? Ça existe, mais c'est souvent anecdotique, dans le sens où, à un moment donné, c'est un art qui nécessite beaucoup de compétences techniques. Ouais. Que ce soit au niveau de la lumière, du cadrage, du son, de la post-production, de la distribution, etc., etc. Donc oui, je reçois parfois des films qui sont faits comme ça, mais c'est très maladroit. Je veux dire, entre toute la question de la direction d'acteurs, ce genre de choses. Mais c'est non moins porteur, peut-être. Il y a beaucoup, et d'ailleurs, il y a aussi, c'est ça qui est génial, il y a vraiment une démocratisation des médiums. Aujourd'hui, on peut faire des photos, on peut faire du montage vidéo sur son téléphone, donc aujourd'hui, je dis, l'accès aux outils audiovisuels sont beaucoup plus accessibles, et il y a beaucoup de gens qui maintenant se lancent. Il suffit de voir le succès de TikTok ou de ce genre de choses. Donc beaucoup de gens se lancent dans la création audio ou visuelle ou les deux. Et donc oui, maintenant la question c'est parfois le critère de qualitatif. Et donc c'est bien parce que ça permet justement de parler des choses. Moi je dis toujours, et là on sort de l'audiovisuel, un des grands bienfaits des réseaux sociaux, c'est justement les parents qui ont commencé à témoigner de leur vécu. Je suis un des premiers à l'avoir fait au niveau de l'aventure avec mon bonhomme, avec les blogs en 2003, et ça a initié des tas de gens qui racontent leur expérience de la situation du handicap dans lequel ils sont, et ça a ouvert des portes, mais colossales au niveau de la visibilité du handicap. Et là, ça coûte rien. Les réseaux sociaux, ça coûte rien. L'audiovisuel, ça coûte cher. Ouais. On vient de voir Distintos, qui est ce court-métrage produit en 2016 ou 2017, et qui est, moi que j'ai beaucoup aimé, qui montre vraiment, comme son nom l'indique, l'heureuse différence qui existe entre les humains. Et particulièrement dans ce court-métrage, il y avait cette note d'humour aussi, que j'ai trouvé assez extraordinaire. Et puis, vous connaissez un petit peu, vous me souvenez du film, j'ai vu le film et je m'en souviens bien. Et alors, en fait, donc les deux copains qui veulent aller à Valence pour voir le concert, et puis finalement, il ne se produit pas. Est-ce que en Espagne, plus que dans d'autres pays, les vedettes de la chanson, de la musique en général, se prêtent plus volontiers à pouvoir faire
un projet, créer un projet qui puisse mettre en exergue justement les personnes en situation de handicap? L'Espagne, et c'est pas les seuls pays, hein, mais l'Espagne est un des pays les plus dynamiques à ce niveau-là. Justement, et entre autres, par exemple aussi sur la vie affective et sexuelle, il y a énormément de films qui sont faits sur ce sujet en Espagne. Il y a énormément de courts-métrages. C'est un pays très prolifique en termes de films, à l'inverse de la Belgique, justement. Il y a trop peu et très très peu de productions sur le handicap en Belgique. Oui. Et alors celui qu'on va voir bientôt, c'est un film d'origine australienne, Kill Off. Enfin, je ne veux pas déflorer le sujet, mais on verra un petit peu cette jeune fille donc, qui danse, qui est vraiment tout en mouvement. Ça fait partie un petit peu de la thématique aussi de nos journées. Est-ce que vous connaissez aussi le nom de la réalisatrice ou du producteur? Là, je la connais particulièrement bien, dans le sens où on l'a découverte lors de la première édition du festival. Et il se fait que Geneviève Clay-Smith, donc qui est une réalisatrice australienne, s'est intéressée depuis le début au sujet du handicap, et elle a créé une maison de production où les personnes trisomiques ou déficientes mentales participent à tout le processus du film, de A à Z. C'est-à-dire que pour faire un film, ils vont partir de l'idée ensemble, et puis ils vont la coécrire avec un scénariste, et puis ils vont apprendre à faire le clap, à faire le cadre, à faire le son. Et tous les tournages comme le Kill Off sont faits par des personnes en situation de handicap mental, secondés par des professionnels. Et tous ces films qu'elle le fait, et tous les 2 ans au festival, elle nous amène 1, 2 ou 3 films époustouflants. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que pendant 3 éditions, chaque fois, elle a trusté le Grand Prix, parce que c'est totalement remarquable. Et elle a été élue jeune femme de l'année en Australie en 2017, je pense. Son travail est absolument époustouflant. Ça dépendra d'un film à l'autre, mais de nouveau, comme faire un film coûte très cher, les choses sont en général très précises dans ce qu'on va faire. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait justement d'agréables surprises, des improvisations qui s'installent à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, et qu'on garde. Mais c'est clair que c'est toute la difficulté justement pour des personnes porteuses de trisomie ou de déficience mentale qui participent à un film. C'est difficile parce qu'effectivement, ils doivent être capables de s'astreindre à certaines règles, à certaines choses. On fait parfois plusieurs fois le même plan pour des questions de qualité ou d'améliorer les choses. Il faut faire chaque fois la même chose.